la sensibilisation et la connaissance de la biodiversité des sols est encore faible. Il y a une belle évolution, hein, ça c'est super, et on voit justement des expositions comme aujourd'hui à Bourges qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on voit aussi encore beaucoup de citoyens ou autres qui ont peur d'un ver de terre, encore, hein, on entend le dégoût, les araignées, vous allez voir, je vais vous en montrer en vidéo. Et en fait, oui, je suis spécialiste des vers de terre, mais j'aime bien dire pas que, parce qu'il n'y a pas que les vers de terre en biodiversité, grosse biodiversité dans le sol, et c'est un peu tout ça que je voulais présenter dans ce film. Donc en fait, j'ai choisi aussi un format par séquence, c'est-à-dire que vous allez voir que donc c'est un format PowerPoint, hein, et après on peut s'arrêter à chaque séquence justement pour discuter. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Et puis, comme on est énormément de monde ici, on va pouvoir partager plein d'infos. Donc n'hésitez franchement pas à me poser des questions, j'essaierai de répondre au mieux. Donc pour l'instant, vous allez voir la première séquence, comme j'aime beaucoup le documentaire animalier, peut-être certains d'entre vous, souvent on est avec un drone. Donc il me fallait à tout prix trouver un drone pour commencer ce documentaire, sinon ça paraissait moins intéressant. Et vous allez voir que c'est réussi, et après on va se plonger dans le sol au fur et à mesure. Donc au départ on va parler de l'habitat de tous ces organismes, donc on parlera du sol, des pressions. Donc vous verrez, peut-être ça vous inspirera aussi pour proposer de nouvelles façons de se plonger dans le sol. Et puis après, il y aura vraiment des portraits d'intraterrestres. Donc j'ai joué sur les mots, hein, ça ne s'appelle pas comme ça, c'était juste pour interpeller, parce qu'on a tendance à étudier les extraterrestres, alors qu'on connaît moins les intraterrestres, donc je me suis amusée aussi à faire ce jeu de mots. Voilà, donc je vous laisse vous plonger dans le sol, et après on discutera au fur et à mesure. Dans cette première séquence, vous avez vu l'intérêt d'avoir une approche naturaliste, c'est-à-dire d'observer mais aussi d'écouter. Et en fait, on a vraiment pris en compte les sons des 3 environnements qui sont présentés ici. Alors je pense que vous avez découvert quels environnements et donc de quel sol on va discuter. Donc est-ce que vous avez une idée de celui-ci par exemple? Ce serait lequel? Bon, alors un autre, celui-là, au milieu. Ou déjà au moins les 3 écosystèmes qui sont présentés. Forestier, Le premier, forestier. non, c'est tout à droite le forestier. Il y a les feuilles, c'est ça. Agricole, C'est ça, exactement. Donc le premier, c'est ça, agricole. Et au centre, il y a des petits indices là. c'est en ville. Oui, c'est ça, en ville. Donc en fait, vous avez vu, on a essayé de filmer vraiment 3 écosystèmes différents. Et le but, c'est maintenant de regarder les sols différents. Donc on pourrait passer du temps à faire de la pédologie, hein, comme on appelle, c'est-à-dire la science qui étudie vraiment toutes les caractéristiques des sols. Et donc en fait, là, le but, c'est déjà de voir des différences. Donc en fonction de l'image, forcément, les couleurs peuvent ressortir. Mais ça va être des éléments qu'on va regarder en premier. Donc déjà la couleur, on va regarder s'ils sont plus ou moins foncés. Bon là, vous voyez qu'il y a un biais de couleur. Hein. Par rapport à la caméra, on n'a pas forcément pu avoir la même luminosité qui permet ça. C'est les racines aussi qui peuvent être intéressants, ou justement ces éléments-là qui peuvent donner des indices. Quand on n'a pas d'idée de l'écosystème autour, on voit aussi ça.
Et les sols urbains sont vraiment intéressants. Donc dans notre laboratoire, on a tendance à étudier ces milieux-là, puisqu'en fait, des fois, vous pouvez avoir des sols très naturels, même en plein milieu de la ville, et des fois beaucoup moins, et vous en verrez d'autres en exemple. Et donc je vais vous présenter la séquence d'après, justement. Donc là, j'ai fait appel à des pédologues qui vont décrire chacun de ces horizons, de ces sols, je veux dire. Et donc les horizons, hein, c'est le mot consacré pour toutes les couches et on va les caractériser et grâce à ça, savoir le fonctionnement d'un sol. Donc c'est vrai qu'on se dit, ça fait beaucoup de choses pour étudier juste un sol, mais quand on regarde de près, il y a vraiment pas mal d'éléments. Donc je ne parlerai pas de texture, structure, etc. Ça parle peut-être à certains d'entre vous, ça dépend vos études, votre parcours. Mais c'est vraiment ça qu'on va faire pour voir si tout se passe bien, entre guillemets, dans un sol pour résumer. Et là, vous voyez, juste pour ça, les racines, par exemple, c'est aussi un bel indice, même dans vos jardins. Hein. Si vous voyez des racines un peu en coude, comme on appelle, c'est-à-dire qu'elles poussent en horizontale, c'est assez mauvais signe. Vous risquez d'avoir une compaction en fait dessous ou des cailloux qui empêchent les racines de s'enfouir profondément. Et là, vous le voyez même en forêt, hein, parce que vous allez voir que le sol peut être compact s'il y a plein d'argile. Donc là, je parle aussi de quelque chose qu'on entend souvent, l'argile. Hein, si vous avez beaucoup d'argile, c'est compact. Et là, enfin, ça a tendance à être compact. Et les racines vont essayer de faire ce qu'elles peuvent. Et là, vous voyez aussi, elles sont quand même bien limitées là. Après, il n'y a plus grand-chose comme racines, et il y en a qui réapparaissent. Alors que là, vous l'avez dit, on est dans un milieu agricole, donc on laboure, on travaille le sol, et là, c'est fantastique pour les racines. Forcément, elles peuvent s'introduire facilement du fait du travail du sol. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on peut évaluer. Donc je vais juste laisser la diapo suivante qui vous permettra de découvrir justement rapidement, hein, mais comment on peut décrire un sol. Et même dans un jardin, je pense que ça peut être pertinent de faire des choses comme ça avant de planter quoi que ce soit. Comme ça, on s'adapte un peu à la qualité du sol qu'on peut avoir. Je vais juste faire attention au son. Ici, nous sommes à l'extérieur de Nancy, sur la ferme expérimentale de l'Ensaya, la ferme de la Bousule. On est sur une parcelle agricole qui a pour vocation là de produire de l'ortie pour la production de fibres. Ici, au niveau du sol, on est sur un sol relativement profond. Il y a un peu plus d'1,50 m de profil. On est sur un sol qui est marqué en fait de par son origine géologique par des calcaires et des marnes, qui lui donne toutes ces caractéristiques. Et on voit aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant, une particularité des sols agricoles, c'est cette première zone en surface qui correspond à la zone qui a été travaillée par l'homme et qui correspond à une zone qu'on appelle la zone de labour tout simplement, dans laquelle on voit un grand développement racinaire et d'une particularité de couleur où on voit très nettement une différenciation entre une zone qui est plus sombre, marquée par la présence en particulier de matière organique, et une zone qui est plus claire en profondeur, tout simplement parce que la matière organique venant du végétal, elle migre tout doucement et elle s'accumule dans cette partie supérieure. Nous sommes dans un parc urbain, qui est un parc historique à Nancy. Ce que les gens voient d'habitude quand ils vont dans un parc, ça va être la végétation, ça va être les structures qui sont en surface et ils vont marcher dans un parc et ils vont marcher sur un sol. Alors ce qu'on oublie souvent, c'est que toute cette végétation, toute cette diversité biologique qu'on a ici, elle est générée grâce au sol qui est présent et dans lesquels vont se développer les racines, la vie. Et il s'avère qu'ils sont très différents des sols agricoles ou encore des sols forestiers, même s'ils peuvent être aussi fertiles que des sols forestiers ou des sols agricoles. Contrairement à ce qu'on va trouver dans la nature, ici on se rend très vite compte, dans ce centre urbain, que le sol est composé de matériaux qui sont issus des activités humaines. Je peux vous montrer ici des débris, des gravats, des briques, des petits morceaux de céramique, etc., qui sont des indicateurs de l'activité humaine et qu'on retrouve intégrés comme matériaux constitutifs de ces sols, et ils participent finalement au fonctionnement de ce sol, à la vie de ce sol. Ils amènent en partie également une fertilité qui permet à la végétation de se développer, à l'arbre également de croître et de fonctionner. Et ici, aujourd'hui, dans une journée ensoleillée, il fait effectivement plus frais dans ce parc urbain qu'au centre de la ville où nous n'aurions pas de végétation.
Nous sommes ici dans la forêt de Haye, qui est un massif forestier d'un peu plus de 5000 hectares, qui a été classé forêt de protection en 2018 et qui se situe à seulement quelques kilomètres du centre-ville de Nancy. Ici, nous sommes dans un profil de sol forestier, donc qui se caractérise par un premier horizon qui a une couleur plus foncée, caractérisé par une forte présence de racines et d'organismes vivants. Donc c'est finalement un horizon qui est riche en matière organique et qui concentre en milieu forestier la plupart de la biodiversité des sols. Ensuite, sous ce premier horizon, on s'aperçoit que l'on a une couleur un peu plus claire orangée qui renseigne justement sur une présence d'argile avec un sol plutôt argileux. Si on décrit encore plus les horizons sous-jacents, on s'aperçoit qu'on arrive sur un horizon de la roche-mère qui est ici dans un contexte carbonaté. En comparant l'évolution d'un sol urbain et l'évolution d'un sol forestier, on arrive finalement à déterminer à partir de quel moment ce sol urbain a évolué d'une manière différente d'une évolution naturelle et de quelle manière il a pu être impacté par les activités humaines. Donc au même titre qu'on réfléchit à l'aménagement de trames vertes et bleues en milieu urbain, on pourrait également réfléchir à l'aménagement de trames brunes, donc constituées par ces écosystèmes de sol reliés entre les milieux forestiers, agricoles et urbains, qui permettraient de constituer de véritables corridors écologiques pour l'intégralité de la biodiversité qui vit dans ces sols. Voilà pour la description rapide des sols. Vous imaginez bien qu'on peut aller beaucoup plus dans le détail, mais ça vous donne déjà un panel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, des mots qui n'étaient pas forcément clairs, ou trame verte et bleue par exemple, est-ce que c'est bon, c'est clair? Et donc justement, en fait, écologue des sols, hein, je dirais les spécialistes, on essaye aussi de montrer que la trame verte donc, est censée relier tous les arbres, on va dire, entre eux. Ça ne suffit pas parfois parce que les sols sont déconnectés, donc c'est là où on trouve nécessaire d'introduire aussi le concept de trame brune, où l'idée ce serait vraiment de relier les sols entre eux. Donc même entre des arbres, on pourrait imaginer quelque chose de beaucoup plus continu. Donc je ne sais pas si vous avez ça à Bourges, mais l'idée c'est vraiment de penser à ça. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi dans les parcs des vers de terre qui se font écraser, parce que comme il pleut beaucoup, parfois il y en a certains qui sortent. Et si on ne les considère pas, ou alors si on n'aménage pas le sol comme il le faudrait, donc ça aussi c'est à l'étude, il faudrait tester ce genre de choses, mais il pourrait être écrasé. Donc le bitume, c'est jamais très bien déjà pour toutes les thématiques de îlots de chaleur, etc. Mais il y a aussi pour la biodiversité, donc c'est on va dire que c'est un début de quelque chose qui se développe. Donc là on a un projet avec la métropole de Limoges, et comme c'est financé par l'Office français de la biodiversité, l'idée ce serait de développer ce cahier technique, en fait, si vous voulez, pour toutes les villes intéressées par ce genre d'installation. Après, vous entendez forcément, si on vient vers des personnes, les élus, et qu'on leur propose d'aménager pour trame verte, puis trame bleue, puis trame brune, ça peut être compliqué. Donc c'est là où on peut faire des choix en fonction des quartiers, en fonction des contextes de chaque ville, comment aménager. Mais c'est vraiment l'idée de faire ce genre de choses. Et puis de façon un peu plus rigolote, mais là on va tester ça dans un parc à Nancy, ce serait des véroducs, donc au même titre que les crapauducs, vous connaissez peut-être. L'idée c'est un peu ça, pour éviter que les vers se fassent écraser, on pourrait penser à un design exprès pour qu'ils passent dessous, ou essayer de les gérer quelque part, et potentiellement comme des seaux, donc on va les placer de l'autre côté d'un chemin. Ça pourrait être envisageable, je ne sais pas si vous faites ça des fois dans les flaques d'eau. Moi je sauve les vers de terre, parce qu'ils n'arrivent plus à remonter des fois, donc c'est des choses qui peuvent paraître étranges, mais je pense que c'est aussi important. Ça représente quelle proportion de vers de terre qui serait écrasé par... Ah, c'est une bonne question. Ça, par contre, on n'a jamais étudié scientifiquement. Au final, si c'est une mineur, bon... C'est vrai que c'est une... Par rapport au mètre carré, je sais pas. En fait, souvent, on a l'impression qu'il y a beaucoup de vers de terre, donc c'est vrai qu'on s'affole pas. Oh, sur tout ça. Pour 2-3. Voilà, et je suis complètement d'accord. Après, je dirais, même scientifiquement, on a une grosse limite. On n'a pas beaucoup de données, donc en fait, on ne sait même pas s'il y en a beaucoup ou pas, déjà. Donc pour répondre à cette question, c'est compliqué. Alors là, je parle vers de terre, donc grâce à un observatoire dont je reparlerai plus tard et qui permet aux citoyens d'étudier les vers de terre par eux-mêmes, on commence à collecter de plus en plus de données, puisque cet observatoire a été lancé par l'Université de Rennes en 2010, donc vous entendez le temps qui a fait que. Et moi, personnellement, j'ai créé un autre système qui permet d'avoir toutes les petites bêtes qui marchent à la surface. Donc en effet, j'ai parlé des vers de terre, mais il y en a plein d'autres qui pourraient être concernés par ces véroducs, mais on voit bien le ver de terre parle plus aux autres, et vous en verrez plein à côté qui ont aussi normalement besoin d'être sauvegardés. À nouveau, par contre, je ne pourrais pas répondre à la question est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas. C'est justement, donc là on a un projet national dans 4 grandes villes, Nantes,
Montpellier, Nancy et Paris. Et pour une fois, on aura une base de données qui nous dira combien on trouve de vers de terre, de micro-organismes, parce qu'on a tout fait, les nématodes, enfin tous les autres organismes que vous verrez. Et on aura enfin des chiffres. Mais en fait, c'est très très rare ce genre d'études, parce que déjà, en milieu urbain, on n'allait pas étudier trop la ville, il y a quelques temps, en tant qu'écologue. Et la biodiversité des sols, on n'est pas beaucoup de scientifiques invertébrés, je dirais. Après, il y a les micro-organismes, c'est un autre sujet. Et ce qui fait qu'en fait, on est complètement en retard sur les données. Donc, si vous avez vu le rapport de l'IPBES, donc c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, donc qui était sorti en 2019, il n'y a aucune donnée sur les sols. Donc c'est aussi pour montrer à quel point la sensibilisation est nécessaire, parce que c'est pas grave en soi, il faut juste en parler toujours plus. Et à force, peut-être que le ver de terre, en effet, on a l'impression qu'il y en a plein. Je ne peux pas dire s'il y en a peu, donc peut-être qu'on prendra aussi autant d'importance. Ouais. Ça dépend des endroits aussi. C'est ça. Je pense que vous voyez bien, il y a certains endroits, déjà visuellement, on va en voir plein, et à d'autres moments moins. Et c'est ça qu'on essaye d'étudier au mieux. Je pense que de par les caractéristiques du sol, il y aura un milieu où il y aura beaucoup de matière organique, il y aura forcément plus de vers de terre qu'un milieu où assez pauvre. Oui, c'est ça. Après, il n'y a pas que ça, parce que s'il n'y a pas de profondeur dans le sol, il y a certains vers de terre qui ne peuvent pas être là. Et c'est là où, en fait, le ver de terre, c'est pas si simple. Il y a 3 catégories écologiques, je pourrais en parler plus, mais voilà. Moi, je crois, je sais pas, mais en fonction de la profondeur du sol, on ne retrouve pas les mêmes espèces. C'est ça. Et en fonction du travail, donc ça, on va en reparler justement, le travail des sols juste après, qui est parfois nécessaire, mais vous verrez le résultat. D'autres questions actuellement? Sur la présence des vers de terre, il y a aussi tout ce qui s'est passé sur la gestion des intrants sur des parcelles. On le voit au fur et à mesure, des parcelles qui ont été quand même assez abîmées. Il n'y a rien en fait. Du moins, quand je dis rien, il y a quelque chose, mais il n'y a plus de vers de terre. C'est vrai qu'on voit qu'au bout de 3-4 années, on revoit quelques éléments arriver, mais ça prend énormément de temps en fait. Oui. On sent que la pression chimique fait que ça s'est même pas mal décimé, quoi. Il y a ça, plus souvent le manque d'habitat, qui fait qu'en fait, même si on met plein d'énergie sur une parcelle, si tout autour, il n'y a pas de réserve, forcément, c'est ça le problème par rapport à un oiseau qui peut revenir quand on replante une haie. Là, les vers de terre, ils ne peuvent pas venir nulle part. Donc s'il n'y a pas justement les corridors dont je parlais avec la trame brune qui sont là pour aider à certains organismes d'arriver, ou des réserves tout autour avec des forêts, avec par chance quelques espaces forestiers qui pourraient permettre à des vers de terre de revenir, oui, c'est très très long. Donc, en plus, il y a leur capacité de dispersion, ils ne se déplacent pas très vite. Je vous montrerai à la vidéo vers de terre, il y a différents types de vers de terre. Les plus gros, justement, qui traversent quand il pleut, ceux-là, donc c'est les anéciques, si vous voulez le nom technique pour les nommer. Et en fait, eux, ils ont au moins besoin de 2 ans pour arriver, pour faire 50 mètres. Parce qu'ils ont tendance à bouger comme ça. Sauf quand il pleut, ils vont traverser justement parce qu'ils n'ont plus d'oxygène dans l'eau du sol. Donc ils sont obligés d'aller chercher l'oxygène pour l'échanger dans leur peau là, à la surface. Donc du coup, c'est là où ils vont bouger, mais sinon pas de trop, quoi. Donc on essaye d'évaluer leur dispersion. Mais vous imaginez faire beaucoup d'études là-dessus avec des stagiaires volontaires pour mesurer la dispersion d'un ver de terre, c'est quand même compliqué à trouver. Et aussi, nos projets ne permettent plus toujours les observations naturalistes toutes simples d'évaluation du comportement d'un ver de terre, justement. On va plus aller étudier la chauve-souris ou d'autres organes. La durée de vie d'un ver de terre, c'est... Alors ça, on arrive à dire, donc 10 ans en laboratoire, parce qu'il n'y a pas la prédation. Alors que sur le terrain, dehors, 2 ans en moyenne, parce qu'il y a les merles qui sont là, ils se font écrabouiller, enfin voilà, c'est pas facile. Et dans les composteurs, si vous en avez, vous devez voir à quel point ils peuvent très vite se reproduire. Donc en fait, ils se gèrent en fonction de la ressource, donc c'est ça qui est aussi intéressant. Je continue l'étude de l'habitat, et puis on reparlera du ver de terre. Je pourrais vous parler de reproduction du ver, de tout ce que vous voulez. Normalement, je saurais répondre, mais vous pouvez me piéger, j'aimerais bien. Et pour revenir sur la notion de trame brune, oui. parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on en parle maintenant, c'est toujours un concept qui n'est pas pris en compte, que ce soit pour le plan local d'urbanisme ou quelque chose comme ça, c'est toujours pas au même niveau que la trame verte, bleue ou la trame noire. Je sais qu'il y a Paris qui évolue dessus, puisqu'il y a une entreprise qui s'appelle Sol Paysage, il y a eu une thèse qui a été réalisée, mais c'est un début d'étude de la trame brune, parce que forcément, en tant que chercheur, nos recherches vont être
fondamentale, comme on appelle, donc l'appliquer n'est pas toujours rapide et ne permet pas de répondre tout de suite à un aménagement en fait. Donc on va dire, oui, il y a quelques années, on en parlait un peu, on voit bien que de plus en plus de personnes s'intéressent au sol, donc je pense que ça aide. Des élus qui sont aussi beaucoup plus ouverts à l'écologie, vous avez bien vu aussi avec les dernières élections qui font qu'il y a beaucoup d'évolutions. Mais après, c'est assez long, parce qu'en effet, s'il y a déjà trame verte et trame bleue à prendre en compte, là je vois Limoges est vraiment partant pour développer ça, parce qu'ils ont fait énormément d'efforts aussi sur la trame noire, avec tout ce qui est chauve-souris et tout. Donc pour eux, c'était logique de continuer dans les trames. Je vois Nancy, non, c'est pas du tout la même dynamique, donc c'est là aussi où on voit, en fonction des élus, des motivations de chacun, les évolutions. Mais même nous, on galère parce qu'il faudrait faire une jolie carte comme la trame verte où on va être capable de dire où sont les réserves d'organismes. Et c'est très long à faire des analyses de biodiversité des sols parce qu'il faut des experts derrière. Vous avez compris à quel point on n'est pas nombreux. Les vers de terre, on peut les déterminer juste en les regardant, mais souvent on se trompe. Donc il faut souvent compter des anneaux avant le gros anneau que je vous reparlerai, le clitellum. Ce qui fait que ça met beaucoup de temps, plus les nématodes, plus tous les autres qu'on va voir, ce qui fait que c'est très très long comme étude. Il n'y a pas de bureau d'études de la biodiversité des sols. Enfin, il y en a un seul, Sol Éco, là, qu'on a lancé justement à Nancy. Donc ça fait que ça ralentit parce que par rapport à la trame verte et bleue, où il y a beaucoup d'associations qui peuvent aider aussi au suivi de différentes biodiversités, là, il y a vraiment une difficulté en fait. Donc on espère ouvrir des nouvelles passions, mais c'est pas gagné. Enfin, voilà. Donc pour le coup, je vais continuer à parler de quelques éléments sur le sol avec les pressions qu'on peut vivre sur le sol. Je pense que vous les connaissez, mais c'était histoire de les montrer aussi en images. Donc pour l'instant, on va rester en ville. Donc l'idée, c'est de montrer la diversité des sols en ville. Vous en aviez vu un dans le parc. Ça, vous avez vu à quel point c'est... comment on peut le décrire. Il y a aussi des sols forestiers qui peuvent rester, qui n'ont pas été perturbés en ville, et donc ça c'est super parce qu'on justement on a l'hypothèse comme quoi ce sont des réserves pour la biodiversité, ce qui serait intéressant pour cette histoire de trame brune. À nous de les étudier, donc c'est ce qu'on fait dans le projet dont je vous ai parlé. Donc maintenant un autre sol urbain. Je vais visiter Nancy. Voilà, d'après vous, est-ce que c'est un sol? Ou est-ce que vous le nommeriez sol? C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'on pense sol juste au terme substrat ou alors en termes de généralité? Et ce que je vois en fonction des discussions aussi, beaucoup pensent sol égale sol vivant. En fait, souvent, ils vont trouver tellement logique qu'il y ait de la vie dans les sols que quand ils disent sol, ça va être avec la vie dedans. Donc là, vous comprenez que c'est un sol, pourtant en tant que surface où en effet on utilise en quelque sorte pour certaines fonctions. Et puis c'est toujours intéressant de regarder les chantiers, je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais moi j'adore, c'est un peu des formations professionnelles, mais même en ville, quand il y a des chantiers et des fosses ouvertes comme ça, des fois il y a des racines d'arbres, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est assez impressionnant, en fait les arbres arrivent quand même à avoir leurs racines en plein milieu. Donc c'est bon signe, et justement il y a de plus en plus de projets de recherche. Vous avez peut-être ça à Bourges, il y a plein de villes qui se mettent à la déminéralisation des cours d'école, c'est-à-dire enlever tout ce qui est bitume, justement pour essayer de redonner la vie à ces sols. Donc vous voyez par contre, il y a plein de matériaux, on imagine bien qu'il n'y a peut-être pas de matière organique, comme vous avez dit, il faut nourrir quand même toute cette vie. Donc certainement il y a des apports à faire, donc ça aussi il faut faire attention, parce que tout ce qui est terre végétale a tendance à être pris sur les sols agricoles, donc si on fait ça, c'est peut-être pas génial en termes de déplacement de sol, on va dire. Après, c'est peut-être nécessaire aussi de déminéraliser, parce que si vous avez moins de bitume, l'eau pourra s'infiltrer, la chaleur sera un peu mieux gérée en ville. C'est aussi toute cette volonté-là qu'on les évite. Donc à Nancy, par exemple, il y a 5 écoles qui sont déminéralisées par an. Ils en feront une quinzaine, il me semble.
Et ça permet quand même aussi de sensibiliser. Donc là, vous entendez la nécessité d'accompagner enseignants et élèves. Donc c'est aussi le but qu'on a envie de faire avec un projet étudiant actuel pour sensibiliser, que ça devienne durable, que les gens ne subissent pas, on va dire, cette déminéralisation sans comprendre pourquoi on enlève le bitume, alors qu'on aime bien avoir les chaussures propres quand on court dans la cour d'école. Il y a toute cette sensibilisation à faire aussi. Il y a beaucoup d'enseignants un peu repoussés par ça parce que les enfants vont toucher le sol, ça salit le sol. Vous voyez encore cette vision du sol qu'on peut avoir. Ça se comprend, hein, bien sûr, donc il faut aussi prendre ça en compte s'il y a des refus par rapport à ça. Après, ce qui se fait, c'est la végétalisation des cours d'école aussi dans d'autres villes, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre des bacs avec des plantes. Sauf que les bacs, vous voyez, quand il y a des sécheresses énormes comme on a pu avoir, il faudrait arroser, arroser, arroser. Un sol aussi, hein, bien sûr, mais un peu moins, c'est assez flagrant ça, la différence. Donc voilà, et puis adapter les plantes, vous entendez bien en fonction de ce qu'on a envie de faire, si on veut faire un potager. Donc ça c'est chouette parce que vraiment les écoles maintenant et les élus donc, sont appropriés ces sujets pour au moins s'intéresser à tout ce qui est école et on entend la sensibilisation derrière. Et autre projet de recherche qui se fait, c'est l'étude de justement est-ce qu'il y a du carbone, de l'azote qui est quand même présent quand on déminéralise. Donc si on a du carbone azote, ce sera potentiellement de la ressource pour des micro-organismes présents. Et d'autres étudient est-ce qu'il y a des bactéries présentes sous ces sols-là. Et en effet, il y en a. Donc ça voudrait dire qu'il suffirait juste peut-être de ramener un peu d'énergie à ces bactéries et elles pourraient revivre. Donc voilà, c'est bon signe et ça montre que même si on a proposé un sol d'être comme ça, il peut être aussi, il peut évoluer. Je dis proposer parce que moi, je ne suis pas pour tout déminéraliser, hein, bien sûr. Donc, il faut aussi adapter à nos usages, à nos besoins. Par contre, avoir conscience des impacts qu'on peut avoir quand on choisit de complètement mettre du bitume, c'est nécessaire. Donc après, on a le droit de choisir ça, bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà. Donc maintenant, il y a des bitumes qui permettent de faire passer l'eau aussi. Donc ça, à Nancy, ils ont construit toute une rue avec ça. Il y a différentes manières, il y a des petits pavés, si vous mettez des pavés, donc il peut y avoir un peu de terre justement entre les pavés, et ça même pour les vers de terre, potentiellement ça pourrait être intéressant pour être un peu moins écrasé que sur du bitume qui est bien plat. Physiquement, il pourrait au moins s'héberger là-dedans, et d'autres organismes. Donc c'est des petits tests expérimentaux que j'aimerais mener, mais je pense qu'à force on va y arriver, et puis de plus en plus de paysagistes et urbanistes s'approprient ces questions sur le sol, donc à mon avis ça va évoluer. Voilà pour les sols, et moi je trouve nécessaire aussi de ne pas penser qu'au sol avec de la terre, il y a ces sols-là urbains, aussi à prendre en compte si on veut être vraiment dans la diversité des sols en ville. Ça va pour les sols en ville. Donc pour le coup, on va plonger en milieu agricole. Donc mon rêve était de filmer qu'est-ce que fait le labour sur un sol. On pourra reparler du labour, hein, parce qu'il y a des choses bien et des choses moins bien, et ça chacun fait ce qu'il veut, et même le jardinier a aussi une réflexion à avoir dessus. Je vous laisse déjà voir la vidéo et on en discute après.
paraît une image un peu choquante, mais en même temps j'ai l'impression que des fois c'est nécessaire, parce que même si on parle du labour ou du retournement du sol, les gens ne se rendent pas compte. Et je profite, avant qu'il y ait des lois de protection sur le ver de terre, je pourrais plus montrer ces images, donc j'en profite aussi. Il n'y a pas, je sais plus pourquoi, dans mon idée, il y avait un truc qui disait que si on coupait, il y a plusieurs cas, je crois, dans la ver de terre, si on coupait la partie où il n'y a pas les cœurs, il restait vivant quand même. C'est ça, et en effet complètement vrai, on verra encore mieux tout à l'heure. Des fois il y a un gros anneau, ça s'appelle clitellum, ça veut dire qu'il est adulte, et en effet donc tout ce qui est cœur et cerveau, il y en a plusieurs, enfin système nerveux, c'est tout dans le premier tiers, avant le clitellum, c'est-à-dire que si on a la chance de le couper derrière, là c'est juste un intestin, du coup il va survivre au moins toute sa première partie, par contre le reste comme c'est un intestin il ne survit pas. Donc il faut juste bien viser, si malheureusement on en coupe un. C'est ce que je dis, parce que même en tant que jardinier, des fois malheureusement on a besoin de travailler le sol quand c'est argileux, ça aussi on pourra en discuter si ça vous intéresse. Il est difficile quand même de faire pousser des choses sur un sol argileux qu'on ne travaille pas du tout, quoi. Donc au moins la première fois on va dire. Donc là il y a la fourche bêche, je ne sais pas si vous connaissez, mais plutôt qu'une bêche pardon, où vous avez vraiment la probabilité énorme de couper les vers. La fourche bêche, comme c'est une grosse fourchette, on va dire, ça permet d'éviter. Et clairement, vous avez beaucoup moins d'impact, donc là, c'est au moins beaucoup mieux. Après, donc le labour, je voulais en reparler, c'est quelque chose de pensé de façon logique au départ, puisque le but était, pour le rappeler, c'est vraiment enfouir les mauvaises herbes, si on peut appeler ça. J'aime pas trop ce mot, il dit herbe folle. Et donc les graines étaient enfouies, donc grâce à ça, vous n'avez pas le soleil, etc. Et donc elles poussent moins. Je ne vais pas dire poussent pas, parce que c'est difficile, mais moins. Et puis aussi enfouir tout ce qui est matière organique, parce qu'on a pensé, il fait plus humide dans le sol, donc tout ce qui est micro-organismes, parce qu'on pensait qu'il n'y avait que eux qui vraiment étaient là pour transformer cette matière, ils étaient plus heureux, en quelque sorte, parce que c'est humide, etc. Et ça permettait la décomposition de cette matière. Et donc en fait souvent, très longtemps, on a oublié les plus gros organismes en pensant qu'ils n'étaient pas forcément nécessaires. Donc on a continué ce labour qui se faisait donc initialement à 40 cm, là il n'est plus qu'à 20 cm. Et du coup le travail est fait et ça se comprend parce que vous voyez les graines, même si vous êtes jardinier, des graines sur un sol qui n'est pas travaillé, elles ont quand même du mal à prendre. Donc c'est ça aussi, il faudrait changer les graines, le type de graines pour pouvoir permettre aux graines de s'installer sur un sol. Comme les mauvaises herbes, justement, peu importe ce qui se passe, elles arrivent à pousser. Donc voilà, c'était nécessaire. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, si on veut considérer la biodiversité des sols, c'est sûr qu'on risque d'avoir un impact si on travaille le sol. Là, en plus, vous avez vu la charrue, donc ça va, il n'y a pas trop de retournement, mais souvent aussi dans les habitudes, on se dit il faut enfouir, mais en fait, on pourra en reparler avec les vers de terre, les anéciques que je vous ai déjà cités. Ils ne mangent leurs feuilles qu'en surface. Donc si vous enfouissez, ils n'ont plus à manger, donc ils meurent, en fait, tout simplement. Ils ne vont pas s'adapter à nous, à nos techniques. C'est embêtant, ça, vous entendez le fait qu'il serait nécessaire de connaître la vie de chaque organisme pour pouvoir avoir un jardin ou un champ ou une parcelle de maraîchage adaptée à tout ça. Mais je trouve ça nécessaire. Après tout, on regarde les besoins des plantes, donc pourquoi pas les besoins des organismes, et c'est ça que je vais vous présenter juste après. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions sur le labour et tout? Je pense que ça ne vous étonne pas qu'il se passe quelque chose comme ça, mais des fois visuellement, ça parle et on fait vraiment attention après, on peut en tout cas. Donc je dirais que c'est pas facile à tout concilier. Ouais, complètement. Culture et il faut trouver un juste milieu, parce qu'on est obligé d'avoir des pairs pour le labour, je veux dire. Enfin, je suis agriculteur en bio avec mon père. Et le labour, c'est en fait, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, à cette époque-là, nous on sème plus tard. Pour éviter tout ce qui est la plus grosse problématique, en fait, c'est la concurrence avec les adventices. Donc c'est la gestion des adventices, et les adventices, le problème c'est qu'à cette époque-là, c'est très difficile en fait des tuer en quelque sorte, s'en débarrasser. Et donc en labour, c'est pourquoi, c'est surtout pour, c'est ça, parce que c'est le seul moyen qui reste en fait pour se débarrasser de ça et faire un tri correct derrière. Alors ça se fait pas sur toutes les parcelles en permanence, mais après c'est du localité. Et en fait, c'est un peu, ça rejoint la question que monsieur vous aviez posée, c'est les produits. En fait, souvent on montre du doigt les produits chimiques, on mettait beaucoup, on essaye de mettre un peu moins, mais vous savez toutes les difficultés par rapport à ça. Et on parle moins justement de l'impact physique qu'on pourrait avoir sur le sol. Donc après, j'entends bien, il n'y a pas de recette miracle, et puis c'est toujours délicat avec le planning que vous pouvez avoir en tant qu'agriculteur.
fait des conférences dans une coopérative là en Lorraine, Lorca, et c'est pareil, j'étais face aux agriculteurs et beaucoup m'ont demandé comment je fais, je veux avoir des vers de terre et en même temps gagner de l'argent, et j'avoue que j'ai pas de réponse. Le problème en fait c'est que ça reste financier en fait en quelque sorte. Oui. Enfin, c'est l'argent qui commande un peu le tout parce que je veux dire, une exploitation agricole, ça reste une entreprise, donc il faut quand même en vivre. Complètement. Alors nous, je veux dire, tout ça, on fait au mieux avec, mais je veux dire, si on veut instaurer une coût de vie, il y a des choses qui peuvent être faisables. Mais ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, s'il n'y a pas de rentrée d'argent qui rentre, l'entreprise n'existe plus. Donc c'est le problème, c'est trouver le compromis. Alors pour contextualiser ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que moi je suis un petit jardinier du dimanche amateur. Et j'ai repris une petite parcelle de terrain qui a été gérée par un petit grand-père pendant 15 ans et qui surdosait en tout pour éliminer un maximum de la concurrence, quoi. Donc en fait, ça s'est rendu compte qu'on a repris un terrain en fait, où il n'y avait plus rien. Je pense qu'il y avait vraiment plus de vie. Il y avait même le premier coup de bêche qu'on a dû donner, il y avait zéro, quoi. Ouais, donc depuis 3 ans, il n'y a rien, on ne met plus rien, on le laisse même. Et quand on commence à retrouver un petit peu de vie. Après, moi, c'est vrai que pour les agriculteurs, surtout avec les parcelles énormes qu'il y a à gérer aujourd'hui, je suis complètement d'accord, il est difficile de relier l'écologie et l'argent, on va dire, et la production. En plus, le climat n'arrêtant pas de changer, j'imagine à quel point c'est loin d'être facile. Après, l'idéal, ce serait vraiment d'avoir des parcelles plus petites, parce que forcément, dès que c'est plus petit, je dirais que c'est plus facile à gérer. Donc on en avait parlé avec des agriculteurs et des jeunes, ils se disaient mais non, mais moi j'ai pas envie de faire des allers-retours avec mon tracteur, il faut faire des... Et du coup, ils se disaient moi j'ai pas envie. Après j'ai dit j'entends, mais en même temps, si vous voulez des vers de terre, moi je ne fais que expliquer en fait la vie des organismes, il n'y a pas vraiment le choix. Ou alors, enfin voilà, il faudrait des habitats exprès pour privilégier les vers de terre à un moment, et puis à un autre moment, on va travailler à un autre endroit en sachant qu'on aura un effet. Et c'est ça, c'est peut-être pas faire partout la même chose. Déjà, cette diversité de pratiques permettra au moins aux organismes d'être tranquilles à un moment, et puis du coup, ils pourront revenir sur une parcelle et d'essayer de tourner. Mais vous entendez ça, ça veut dire qu'il faut pas mal d'espace. Voilà, donc c'est sûr, il n'y a pas de facilité. Enfin, faudrait accompagner, moi c'est ce que je dis, il faudrait vraiment des métiers où on accompagne un agriculteur. Donc je sais, il y a les chambres d'agriculture, il y a les coopératives, mais ils sont lointains, c'est ce que j'entends souvent. Et il faudrait vraiment quelqu'un qui soit dans déjà la vie de l'agriculteur, qui se rende compte des difficultés et que c'est pas si simple de dire allez hop, sauver les vers de terre, ça j'en suis convaincue. En tout cas, moi, ce que j'essaye déjà de sensibiliser, c'est les maraîchers. Déjà, leur parcelle étant plus petite, c'est un peu plus facile à gérer. Et par rapport à la production, le type de production, c'est, je pense, facile à... Enfin, plus facile, je ne vais pas dire facile, mais à gérer. Et après, les jardiniers, c'est ce que je me dis, parce que ne serait-ce que soi-même, on peut faire quand même pas mal d'efforts. Si justement les agriculteurs à d'autres échelles ne peuvent pas gérer, c'est déjà ça, parce que sinon, on ne fait plus rien et c'est peut-être pas forcément... Moi je trouve, je sais pas, pour moi avant la technique de travail du sol, tout ça, pour moi ce qui fait forcément il y a la technique du sol, il y a tout ce qui est engrais, enfin bref, mais je veux dire pour qu'il y ait quand même des vers de terre, il faut leur nourrir. Pour moi le sol il faut le nourrir, donc ce qui fait du mal c'est quand le sol après il reste surtout découvert pendant plusieurs mois, s'il n'y a rien à manger là c'est compliqué parce que c'est un équilibre à trouver. Oui, puis je vois bien d'année en année, étant donné que le climat n'est pas le même, même si on prend des leçons par rapport à un test qu'on a fait l'année d'avant, en fait, c'est difficile à refaire l'année d'après, parce que c'est soit le printemps, soit l'été, soit l'automne qui est sec maintenant, ou très pluvieux. Si vous vous rappelez de l'été dernier, c'était très pluvieux, et on est passé à quelque chose de très sec cette année, enfin, ça change tout. Donc, même les couverts végétaux qu'on aimerait mettre en automne, des fois ils prennent pas du fait d'une sécheresse en automne. Là, cette année, ça doit aller, je pense, mais ça pousse même trop vite. Donc, où il y a même des maladies, des champignons qui se développent en plein automne sur les céréales. Donc je vois bien les difficultés. Ouais, il faut jouer avec le climat. Mais après, ce que vous avez dit, c'est aussi ce qui va être important, je pense, dans les années à venir, ça va être de redimensionner les parcelles. Ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution si on veut la biodiversité, en tout cas, c'est tout. Localement, dans le Cher, il y a eu quand même un bon travail avec la FDGDA et sur... il y avait tout un programme qui avait été fait sur ferme abeille biodiversité au sud du lycée agricole, qui est juste à côté, et où il y avait eu un peu une démonstration sur, même si c'était sur la problématique
dès qu'on voit réapparaître des haies, on a déjà tout un écosystème qui, un bon début, qui impacte même sur, qui améliore un peu le rendement. Donc, alors c'est vrai que quand on parle de trame brune, et c'est vrai que la haie, quelque part, elle contribue. Donc c'est vrai que peut-être qu'on peut imaginer, peut-être demain, retravailler des parcelles un peu plus petites, et puis émaillées certainement. Ça, je pense que ça va être un des gros enjeux pour... Il y a tellement de problématiques, genre en fonction je pense, du type de sol, parce qu'on travaille en fonction de la texture du sol, tous les types de sol tout simplement, on ne travaille pas de la même manière. Après la grandeur des parcelles, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, oui. Voilà, il ne faut pas, si après c'est trop petit, en 2 ans, on tasse, donc on fait plus de mal que de bien aussi. Mais forcément, après il y a des extrêmes. Après, oui, donc on avait essayé avec des étudiants de l'ENSAIA une année de calculer le prix d'un ver de terre, parce que justement on revient sur cette histoire de rendement. En effet, l'habitude de l'agriculteur, ça va être de parler de rendement, donc éventuellement si on pouvait, alors ça c'est discuté, mettre un prix sur la biodiversité, mais ce serait le plus pertinent, peut-être, pour voir si en effet on peut faire évoluer pour gagner de l'argent en laissant faire les vers de terre. Donc, mais c'est compliqué, parce qu'on a regardé, en fait on avait un agriculteur qui donnait un peu tous les prix, par exemple l'essence qu'il met dans son tracteur, le temps de travail de l'agriculteur par rapport à des vers de terre qui sont présents sur la parcelle et qui travailleraient le sol par eux-mêmes. Et vous voyez qu'on simplifie énormément, parce que si on enlève l'essence, si on enlève le travail, c'est pas si simple, le ver de terre ne va pas tout remplacer non plus ce que fait le tracteur, etc. Donc voilà, c'est difficile, mais peut-être c'est des choses nécessaires, et on en parle de plus en plus avec des économistes qui sont ouverts à ce sujet. Le plus gros problème, je trouve, en fait, c'est que le ver de terre, donc pour le garder, il faudrait quoi? Il faudrait qu'il y ait toujours du couvert sur le sol, et puis toucher le moins possible en fait le sol. Ouais. Sauf que nous derrière, la problématique, ça va être comment avoir une culture qui est récoltable et qui continue à donner du rendement, parce qu'en fait il y a la concurrence avec les adventistes. Le problème des adventistes, c'est la concurrence en fait. Oui, non, mais là, après, moi je pense aussi, il y a tout ce qui est variété de plantes, peut-être il y en a qui prennent plus la place sur les adventistes, je sais pas. Ça dépend du type de sol, comme on disait, il y en a les adventistes vont toujours pousser, donc c'est une galère à enlever. Peut-être des machines aussi, moi j'imagine toujours des machines qu'on pourrait créer, parce qu'on est normalement avec un super cerveau, les humains, pourquoi on ne crée pas des machines qui arrivent à sélectionner? Pourquoi pas, ça pourrait se faire, mais ça se développe pas forcément. C'est assez compliqué, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on est en bio, je veux dire, on voit une diversité en fait, qui revient, même en termes d'adventistes, donc il y a de plus en plus en fait. Et forcément, en culture, il y a toujours des adventistes, sauf qu'elle, d'année en année, si vous voulez, je vais raconter la crème aussi, donc il y a de plus en plus. Après, c'est pas forcément le souci, mais le souci, c'est qu'il faut réussir à contenir tout ça. Et donc, pour contenir donc, les vers de terre, forcément, ils sont bénéfiques. Mais je veux dire, si on veut avoir plus de vers de terre, il faut avoir de la matière organique. Et le problème, c'est que pour après gérer, pour ressemer quelque chose, faut gérer en fait. C'est-à-dire que le travail du sol, il n'est pas forcément. Faut en faire un peu, et en fait, c'est un compromis en fait qu'il faut faire. Après, moi je sais pas si vous osez les expérimentations, mais au moins sur des mini-parcelles, des petites parties de votre parcelle, et vous testez pour voir si ça peut faire changer quelque chose. Le problème, c'est que ça prend du temps, il faut attendre au moins 2-3 ans pour voir un effet, mais je pense que c'est le plus pertinent pour essayer de répondre à des questions après, comme ça. De toute façon, sur une exploitation, il y a quand même beaucoup de parcelles, mais ça se résume pas à une ou deux parcelles, donc les parcelles, il y en a quand même pas mal. Donc on voit bien, parce que sur chaque parcelle, on travaille, en fait, il n'y a pas une seule parcelle qui va être travaillée même dans une même parcelle, il peut y avoir plusieurs façons de faire. C'est-à-dire que, une qui va être bon une année, une autre pas, on travaille pas aux mêmes dates, dans les mêmes conditions, il y a rien qui change, je pense, les conditions de labour, il y a plein de choses qui rentrent. Et vous avez mesuré votre nombre de vers de terre, justement? Non, j'avais fait ça. Je vous donnerai une technique, vous pourrez voir déjà. Après, on avait fait un projet ENSAIA, on avait étudié agriculteur bio, conventionnel, etc. Et ce qu'on voit, l'effet du labour, c'est surtout sur les gros, là, vous voyez, ils sont découpés. Après, les plus petits qui sont en profondeur, donc plus blanchâtres, c'est les endogés, comme on appelle, ceux-là, ils survivent, parce que même si on travaille le sol, etc., ils arrivent à s'en sortir. Et les épigés qui ont tendance à manger de la matière organique en surface, si on n'en met pas, il n'y en a pas. Donc là, on a vu, il peut y en avoir, mais on a moins de diversité en fait, en fonction de ça.
Et si on pense en effet à donner à manger en surface pour épiger et anécique, ça peut aider à les faire revenir. Peut-être certaines parcelles, peut-être pas partout, ça peut être géré aussi un peu en diversité comme ça. On en reparlera juste après. Pour étudier les vers de terre sur votre parcelle, vous pourrez le faire. Du coup, là, je vais vraiment rentrer dans des portraits d'intraterrestres, donc pour vous montrer tout ce qui pourrait exister dans un sol, hein, à la surface du sol plus particulièrement, mais pas que. Et puis, vous verrez si vous apprenez certains noms d'organismes ou même des anecdotes d'organismes, j'espère ça. Et puis, pour ceux qui sont plus jardiniers, pour devenir à une échelle plus facile à gérer, j'en suis convaincue, c'est la nécessité de mettre des habitats justement pour tous ces organismes. Je ne sais pas si vous intéressez à la permaculture, mais c'est exactement ce qu'ils font. Hein. On va regarder en forêt, parce que c'est l'écosystème qui n'est pas géré, que le flux naturel. Et en forêt, on va voir tout plein d'éléments qui vont être là pour héberger tous ces organismes. Donc là, j'ose revenir même aux haies qu'on réinstalle. On pourrait aussi imaginer remettre des bouts de bois partout sur les parcelles d'agriculteurs. Il y a des araignées qui le cachent dedans, il y a plein d'organismes. Donc pas que les haies, mais aussi aménager en effet, comme on le disait, pour aller plus loin sur toutes les femmes brunes, des petits habitats. Les feuilles, vous voyez bien, dans la forêt, on soulève des feuilles, il y a souvent des petites bêtes cachées dessous. Le bois mort, là, il y a plein de champignons qui vont pouvoir être dégradés. Et là, on entend aussi l'intérêt de faire de l'agroforesterie, vous avez entendu, qui pourrait être intéressant, même s'il y a toujours la taille du tracteur qui privilégie la distance entre les arbres, mais c'est déjà pas mal parce que vous voyez qu'on peut réintroduire des feuilles, des bois morts qui peuvent revenir. Bon, l'arbre met longtemps à pousser, c'est aussi la frustration qu'on peut avoir, mais c'est déjà un très bon début. De toute façon, je pense que c'est une vision à long terme. C'est ça, exactement. Donc voilà, du coup là l'idée c'était de vous montrer en forêt déjà où on regarde. Donc si vous vous rappelez, souvent quand on est enfant, on s'amuse à gratouiller le sol et on s'amuse à soulever tous ces cailloux et à trouver des organismes, très souvent. Et en ville justement on essaye aussi d'accompagner, parce que c'est pas parce qu'on est plus dans un milieu bitumé qu'il y a moins d'organismes. Donc l'idée c'est aussi de sensibiliser les écoles pour aller voir dans la forêt d'à côté, le parc d'à côté, aller regarder et prendre le temps d'observer. Donc là, vous avez eu une petite bête, je ne sais pas si vous connaissez. On va la revoir après en plus. Donc, une fois qu'on a vu les habitats, vous avez vu on zoome de plus en plus sur ces organismes. Je présente le ver de terre dont on a déjà beaucoup parlé. Celui-ci, c'est justement un épigée, donc le ver de compost. Si vous avez un composteur, vous avez certainement vu déjà ces organismes. Donc, ils sont colorés tout le long du corps parce qu'ils se protègent des UV, du soleil, et aussi pour ne pas être vus dans une matière qui a tendance à être marron si on regarde les feuilles. Donc là, vous voyez tous les segments, hein, c'est la particularité des vers, et je ne sais pas si vous avez vu sur certaines images, ce sera en boucle, vous pourrez regarder, c'est tous les petites soies qu'il y a sur le corps et qui permettent de se déplacer. Ici, vous avez un cocon de vers de terre, puisque les vers ne pondent pas des œufs, mais fabriquent des œufs. Donc en fait, c'est fait grâce au clitellum dont j'ai parlé avant, et je vais vous en parler après. Et là, c'est le turricule, donc le joli mot donné à la déjection de vers de terre, qui est fantastique. Là, pareil, hein, on a réussi à comprendre pourquoi. Il y a plein d'activations dans le ventre du ver de terre qui va se faire des bactéries qui sont un peu en dormance parce que le pH du sol, l'humidité n'est jamais assez bonne. Là, le ver apporte tout ce qu'il faut pour permettre la minéralisation, donc la transformation chimique de votre matière, et donc les déjections sont très très riches. Le lombricomposteur, vous connaissez peut-être aussi, ça se met en appartement, et donc c'est vraiment la même idée, on met plein de verre, on met les épluchures, et hop, c'est dégradé grâce au pouvoir du ver de terre, comme vous pourrez dire. Donc le clitellum, c'est ce gros anneau, et comme je vous ai dit, ça permet de savoir que c'est un adulte. Ici, les soies dont je vous ai parlé, donc ça va permettre au ver de s'accrocher sur les particules de sol. Et voilà. Et donc le cocon, oui, donc c'est des hermaphrodites, les vers de terre, comme les limaces escargots. Ils sont mâles et femelles. Et en fait, ils vont se reproduire en se collant l'un l'autre, en échangeant les gamètes mâles. Et le clitellum, dont je vous ai parlé, va émettre du mucus tout le long du corps, emmener les gamètes mâles et femelles. Et la fécondation se fait dans une sorte d'œuf, le cocon. Et vous avez après des bébés qui sortent de là, 2 ou 3. Si ça vous intéresse, il y a des vidéos sur Internet de naissance de vers de terre. C'est chouette à voir, si vous voulez vous occuper en soirée. Donc voilà, les turricules, je pense que vous avez vu, hein, c'est assez rigolo à regarder. J'ai essayé aussi de faire de l'art avec les turricules de vers de terre en mettant du colorant alimentaire dans le sol pour voir si les turricules ressortaient en couleur. Je
vous préviens, ça marche pas. Test scientifique loupé. C'est le ver de terre qui est coloré avant les turicules. Donc c'est rigolo, vous avez un ver de terre bleu par exemple, mais c'est pas très utile pour faire une sculpture avec les turicules. Vous voyez que je m'occupe bien avec cette... Donc voilà, le ver de terre, assez connu, hein, c'est vrai, et visible surtout, donc je pense que c'est pour ça qu'on le considère. Et voilà, donc on a répondu à la question aussi, est-ce que si on en coupe, si on le coupe, est-ce que ça le dérange? Donc vous avez compris oui, à quelle distance. Et est-ce que vous avez d'autres questions sur les vers de terre? Parce que on a peut-être certaines qui vous interpellent. On pourra en reparler après. Donc voilà, ça c'était les plus connus. Après on va être dans d'autres organismes bien connus et un peu moins aimés. Les gastéropodes, donc escargots et limaces. Donc initialement, surtout les limaces, hein, si vous regardez en forêt, il y a rarement des traces de mâchoires de limaces sur les feuilles vivantes. Parce que la limace, normalement, aime tout ce qui est mort de base. Sauf qu'on a certainement sélectionné, malgré nous, parce qu'on aimait des jardins propres où il n'y avait plus de matière organique morte, on a proposé aux limaces de ne manger que des petites salades bien vertes, etc. Et ça a dû leur donner envie énormément de manger ça. C'est une hypothèse, hein, vous imaginez bien qu'on a du mal à l'évaluer dans l'évolution de la limace. Et puis, alors ça aussi c'est gênant si vous voulez faire du paillage, hein, pour justement éviter que l'eau s'évapore. Beaucoup arrêtent le paillage parce qu'ils se disent c'est horrible le paillage, il y a plein de limaces dessous, ça me mange toutes mes plantes. Donc c'est sûr que c'est un sacré problème la limace, parce que là on a un gros problème de prédateurs qui seraient là normalement pour les limiter. Avec les belles molécules toxiques qu'elles arrivent à faire tout le long de leur corps, c'est difficile de trouver un organisme qui adore ces petites limaces. Par contre, les maraîchers utilisent souvent un canard, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est un canard qui ressemble à un colvert, le canard coureur indien, et donc il est allongé comme façon colvert, hein, mais tout long, et il est friand de limaces. Donc apparemment, de ce que j'ai entendu, il va manger uniquement les limaces et pas s'attaquer aux plantes, etc. Donc on pourrait imaginer, moi je pense toujours à ça en ville, comme l'éco-pâturage où on va élever certaines brebis et autres, on pourrait avoir un élevage de canards et le prêter à des particuliers à des moments où il y a des grands booms de limaces. Et peut-être ça marcherait. Donc à voir, mais franchement, il n'y a pas d'autre solution, ou alors les tuer à la main, hein. Beaucoup font ça. En permaculture, j'ai vu aussi, on peut faire une bouillie de limaces parce que vous les laissez, comme l'ortie ou autre, vous laissez très longtemps dans de l'eau en plein soleil et ça vous fait plein de matière en fait intéressante pour arroser. Je ne sais pas avec la molécule du corps qu'est-ce que ça devient, hein. Je n'ai pas fait de test, mais ça pourrait être réutilisé pour d'autres choses. On ne peut pas les manger à cause de cette molécule, comme j'ai dit, l'escargot ne l'a pas, donc c'est un peu plus facile à dévorer. Et puis vous avez peut-être vu des merles qui s'amusent à casser la coquille sur une brique pour manger l'intérieur de l'escargot. Il y a les carabes, des petits insectes que j'ai pas pu filmer, qui sont super doués aussi pour et staphylins, donc aussi qui sont longs, des petits insectes, hein, qui les mangent, donc qui vont découper l'escargot à l'intérieur et le manger. Donc ça j'ai déjà vu aussi, et les haies justement végétales peuvent permettre d'avoir ces organismes présents. Il y a des étudiants aussi qui les mangent dans le cadre de visitage. Ah oui? Ouais. Les limaces ou les escargots? C'est sorti dans la presse il y a quelques mois, je crois que c'était en Australie. De mémoire, je crois que c'était dans une équipe de rugby, c'était leur rite, et il y a un jeune qui a mangé une limace crue vivante et il est mort quelques jours plus tard. D'accord. C'est pas forcément une bonne piste. Mais merci pour l'anecdote, pour en reparler. Pour en parler, vérifier la date et l'endroit, mais en tout cas c'est vrai. Et vous avez vu aussi la limace léopard qui apparaît vers la fin. Vous l'avez peut-être vu, c'est une grande limace. Celle-ci, elle est prédatrice, hein, donc privilégiez-la parce qu'elle va manger les autres limaces. Donc ça, c'est intéressant. Celles-ci, elles vont manger plus des feuilles mortes et des plantes, malheureusement. On va la revoir. La petite limace noire du jardin qui est souvent embêtante pour le jardinier. Elle va réapparaître. J'ai pas réussi à la faire s'éveiller pour le film. Voilà, celle-ci, la léopard, donc elle a vraiment des taches de léopard tout le long du corps. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Elle a tendance à être assez grande. Et celle-ci est vraiment prédatrice, donc c'est assez intéressant parce qu'elle peut manger d'autres limaces et d'autres organismes. Les œufs, que vous avez certainement vu aussi en soulevant des petites pierres ou autres quand vous étiez plus jeune, ou si vous êtes jardinier. Donc ici les fourmis, donc ça pareil, c'est un organisme très important pour le sol, la surface. Donc il y a beaucoup d'espèces et en plus elles sont présentes dans tous les écosystèmes terrestres, que ce soit les déserts ou autres. Et en ville justement c'est assez intéressant parce que comme ça ne les dérange pas d'être sur un sol nu, même sur le goudron ou au niveau de
trottoir, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on voit des petits monticules de petits morceaux apportés par les fourmis parce qu'elles arrivent à s'installer partout, même dans les interstices. On entend parler en ce moment d'une espèce qui a été introduite et qui est la fourmi électrique là, qui détruit pas mal d'autres organismes, donc c'est toujours le problème. Les vers de terre aussi, vous avez peut-être entendu un ver plat qui mange les vers de terre. C'était déjà présent dans les années 80 et j'aime bien en parler parce que tout le monde s'en foutait du ver de terre dans les années 80, donc on a laissé faire ce ver plat, enfin ces vers plats, il y a plein d'espèces. Et donc là maintenant il s'est un peu dispersé partout, il y a une recherche par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris sur ce sujet, si ça vous intéresse, vous avez des publications sur internet. Voilà, donc là aussi je voulais montrer le fait que des fois des organismes, comme on s'y intéresse, on voit plus d'espèces invasives, alors qu'avant on ne voyait pas forcément parce qu'on ne remarquait pas. D'où l'intérêt de sensibiliser. Donc ensuite on a un organisme assez connu, le gendarme, donc il fait partie des punaises. Et est-ce que vous avez une idée de ce qu'il mange? Parce qu'il faut toujours trouver une fonction intéressante à la biodiversité pour la préserver. Est-ce que vous avez une idée? Vous n'étiez pas posé la question. Donc peut-être vous avez remarqué qu'ils étaient souvent au pied des tilleuls. Ils sont friands de tout ce qui est graines de tilleul. Donc c'est ça, hein, ils vont manger surtout des graines, des petits morceaux de feuilles et les détruire finement et les transformer. Donc ça c'est super intéressant aussi. Et on les voit souvent hein, être l'un contre l'autre quand c'est un couple. Et donc c'est souvent la femelle la plus grosse. Si vous voulez repérer. Celle d'en bas, là, elle est plus... j'ai plus de pointeur, il ne veut plus marcher ici, ça. Donc voilà, c'est la femelle qui est la plus grosse par rapport au mâle. Et donc, ces punaises ne peuvent plus voler. Il y a quand même les ailes hein, qui sont présentes, mais ils ne s'en servent plus. Après, vous allez avoir un autre coléoptère que j'ai bien aimé filmer, puisque vous voyez les super reflets bleus. J'essaye de rendre un peu plus beau ces organismes, pas toujours vus comme beaux. Et donc là, vous voyez les reflets bleus, et pour les anecdotes, hein, donc c'est un bousier, il y a plein d'espèces de bousiers. Il y a plusieurs anecdotes assez particulières qui montrent l'importance de s'en occuper. Donc déjà, ils sont capables jusqu'à 2 km de ressentir d'avoir une molécule de bouse, par exemple, qui a été réalisée à 2 km, et la molécule va se poser sur l'antenne, et ça va permettre aux bousiers d'aller voler jusqu'à la ressource à dévorer. Et autre exemple, un peu moins drôle, c'est en Nouvelle-Zélande. Donc il y a longtemps, ils avaient introduit du bétail européen. Et donc il y avait des moutons un peu partout qui faisaient leur déjection. Et le problème, c'est qu'il y a eu plein de déjections partout sur la prairie qui ne se décomposaient pas. Parce qu'en fait, on a pensé introduire le bétail, mais on a complètement oublié de ramener des décomposeurs. Donc on voit aussi l'importance, même là on entend le problème d'argent qu'il pouvait y avoir. Si on n'a pas aussi les détritivores ou les décomposeurs de ces déjections, ça peut faire un gros problème en termes d'écosystème. On a souvent tendance à penser à proies, prédateurs avec de l'invasion, etc. Mais il y a aussi le grand rôle de ceux qui sont là pour dévorer les choses. Sinon, on a des monticules de feuilles. On pourrait imaginer ça, hein, si on n'avait pas d'organisme pour dévorer les feuilles en forêt, ça resterait comme ça. Enfin voilà, il y a tout ça qui est aussi important à prendre en compte. Donc il y a eu des élevages de fées en Europe pour envoyer les décomposeurs, pour les réintroduire, et là ça a arrangé les choses, mais ça a coûté assez cher par rapport à ces pertes économiques d'avoir juste introduit le bétail. Donc ça c'est... En Australie aussi. Oui, voilà c'est ça. Donc là après je monte des larves, donc pareil les larves ont mauvaise presse parce que souvent on va dire bon si les papillons ça va, la chenille même si elle a tendance à manger des feuilles peut être bien vue, là en plus j'en ai trouvé une rose pour le film donc c'est pas mal. Et donc on en trouve au niveau du sol, il y en a qui vont manger uniquement des matières organiques mortes mais aussi des petites plantes. Et ce n'est pas grave à condition qu'il y ait des prédateurs. Donc là on rejoint ces discussions-là. Donc vous avez entendu les mésanges hein, par exemple, on peut essayer de privilégier de mettre des nichoirs pour attirer des oiseaux pour essayer de manger les chenilles. Après ça dépend du type de chenille parce que comme d'habitude les chenilles processionnaires, vous avez bien vu, il y en a plein d'un coup, c'est un peu comme les limaces. Donc pour trouver un prédateur qui a envie de manger autant que le nombre de proies, c'est pas facile. Donc là aussi, il y a des... en fait, avec tout ce qu'on a transformé comme habitat, ça fait que ça fait des dérèglements assez gros qui sont difficiles à gérer en introduisant juste une chose.
Mais en tout cas, si on travaille à plus grande échelle, ça devrait marcher. L'asticot aussi, donc lui est bien aimé des pêcheurs en général, comme les vers de terre d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ils aiment beaucoup les vers pour ça. Et l'asticot, ben, il est souvent vu comme dégoûtant parce qu'il va avoir tendance à se développer sur la matière morte, mais c'est très important, si vous en avez dans le composteur, c'est super. Il y a des mouches qui sont venues pondre et ça va vous transformer la matière, donc c'est intéressant. Ensuite, on va avoir les cloportes, donc qui peuvent être pas mal connus aussi, je ne sais pas si ça vous parle, les cloportes. Il y a l'expression tête de cloporte, que j'ai jamais vraiment compris, donc si vous avez l'explication, ça m'intéresserait. C'est une insulte en plus, donc je n'ai pas réussi à trouver sur internet l'origine de pourquoi on dit tête de cloporte à quelqu'un. Pour moi, c'est beau, d'habitude, vous allez voir, et puis j'ai fait un gros zoom à un moment. Voilà, donc là vous voyez comment il fait un cloporte, on n'a pas souvent la chance de voir en aussi près. Et pour une petite anecdote, en fait, c'est le seul crustacé terrestre, hein, donc il faut imaginer une crevette qui est sortie de l'eau et qui a donné ce cloporte. Donc il y a 7 paires de pattes et très intéressant pour dévorer la matière organique morte. Et là, je voulais aussi reparler donc, sur maraîchage sol vivant, pardon, la mailing list, là je suis les discussions. Il y a une année où les cloportes sont mis à manger des courges et autres parce qu'il y avait certainement un dérèglement, trop de cloportes, pas assez de matière organique morte pour les nourrir, ce qui a fait que ça peut faire des dérèglements. Donc c'est là où, à nouveau, je répète, nécessairement si on veut la biodiversité, il faut répondre aux besoins. Donc si vous voulez avoir plein de détritivores, il faut leur donner à manger et donc de la matière organique morte. Si on oublie ça, c'est gênant, quoi. Et on a parlé des vers de terre, en plus c'est compliqué, il y en a qui mangent en surface, d'autres en profondeur, donc voilà, il y a ça. Donc privilégier ça. Et matière organique, ça veut tout dire. Si on met du BRF qui est à la mode aussi, j'aime bien en parler, parce que voire améal fragmenté, si vous mettez du résineux, c'est très acide, donc très dur à manger pour peu importe les organismes. Donc là, en fait, on acidifie le sol et on fait un problème. Donc c'est là aussi, attention à quelle matière on met. Si on met des feuilles, les feuilles de platane, j'aime bien les citer, on les voit partout en ville. Regardez la feuille de platane au sol, c'est une catastrophe. Elle ne se décompose pas du tout. C'est un arbre qui n'est pas du tout de chez nous. Hein. Et en fait, même des champignons, il n'y a personne qui se développe dessus. Donc on avait fait un test là, avec l'école de paysage de Marseille. En broyant, ça peut aider déjà à décomposer. Mais si on n'aide pas avec nos machines d'humains pour broyer, il n'y a aucun organisme qui arrive à les dégrader ici. Donc là, vous entendez aussi, si on introduit une plante qui n'est pas de chez nous, forcément, il peut y avoir un impact indirect. Donc le mieux, comme on dit, on privilégie le local, mais c'est super parce que pour le coup, normalement, c'est mieux adapté. Ensuite, on va passer donc, à celui qu'on avait vu sur une diapo avant. Donc le gloméris, ça ressemble un peu au cloporte. Il a une légère différence par rapport à la taille des anneaux. Et puis, il a beaucoup plus de pattes sur les segments. Donc là, il a 2 paires de pattes par segment. Donc les 1000 pattes aussi, on a tendance à tout mettre dans le même sac. Mais vous avez vraiment 2 grands groupes. Ceux qui ont 2 paires de pattes par segment, comme celui-ci et un autre qui va passer par la suite. Ceux-là mangent la matière organique morte. Donc c'est assez intéressant. Et dans nos sites de friches industrielles qu'on étudie, vous reverrez après, quand on se plonge dans le laboratoire, vous verrez, on en parle. Les vers de terre, ils ne peuvent pas survivre quand il y a des polluants. Par contre, les 1000 pattes, ils arrivent à prendre la place, donc c'est intéressant. Voilà, donc l'IUL est un autre exemple. Pour ceux qui font des mots fléchés, ça sort souvent. Donc vous connaissez l'IUL avec les 4 lettres des mots fléchés. Et donc, c'est la même chose que le gloméris. C'est celui qui courait après en orange, c'est un prédateur. Il a juste une paire de pattes par segment et donc il ne fait pas la même chose dans l'écosystème. Et là, à nouveau, en France, on dit 1000 pattes pour tout ça. Alors qu'en anglais, je trouve que c'est mieux trouvé. Vous avez centipedes et millipedes en fonction du nombre de paires de pattes. Et vraiment, c'est 2 grands groupes différents. Donc, pour moi, je me dis pourquoi on ne les sépare pas, puisqu'on fait attention à séparer le dauphin des poissons et autres. Donc, pourquoi pas les petites bêtes. Et là, on n'est pas du tout dans des insectes, hein, justement. Alors, dans les 2 cas, c'est des myriapodes. Pardon ? Dans les 2 cas, c'est des myriapodes. Oui, c'est les myriapodes, en grande famille, c'est ça. Et oui, ce ne sont pas des insectes, hein, comme les araignées ne sont pas des insectes. Mais souvent, je vois des affiches où il y a écrit insectes. Pas bien. Même dans les jeux pour enfants, j'aime bien les voir, mais parfois c'est insectes avec son écran. On a les araignées, donc là vous voyez des cocons, plein d'araignées, très nécessaire. Alors je ne cesse de parler de l'importance des araignées, mais je comprends aussi l'arachnophobie qui n'est pas facile à gérer. Donc je teste sur une collègue qui a pas mal peur des araignées et différentes techniques pour essayer de la motiver. Ça marche de plus en plus. Donc l'idée
l'idée c'est déjà, quand elle hurle, quand elle voit une araignée, d'aller chercher l'araignée, et après je lui envoie des photos d'araignées, donc à force, elle dit bon, ça me gêne de moins en moins, après elle n'est pas prête à faire, je sais pas, elle a touché, mais c'est déjà pas mal. Donc là vous avez les araignées loups, je pourrais en parler, hein, il y a plein de types d'araignées, celles-ci elles sont plus avec une soie à faire leur cocon. Les araignées loups, c'est celles qui marchent, qui courent à la surface du sol, vous avez peut-être vu, et il y a souvent un gros rond blanc derrière un cocon. En fait, vous avez plein de bébés araignées dedans, c'est la femelle qui garde son cocon pour le protéger. Et après, tous les bébés sortent et se mettent sur l'abdomen de l'araignée. Et parfois, ça se minimal, puisque les bébés mangent la mère. C'est un peu, enfin, j'aime pas anthropiser la nature, mais ce serait un peu égoïste, hein, une araignée. Vous avez bien vu, il y en a rarement plein ensemble, parce que c'est un peu chacun pour soi et il faut trouver la ressource à manger. Donc ça, pareil, si on a des cailloux, des briques ou des choses comme ça, ça peut permettre de protéger et de les laisser vivre. Donc même dans un milieu agricole, moi je pense que les haies, certes, mais si on a des choses au sol qui permettent encore plus la protection de ces organismes, ils auront tendance à être là en cas d'infestation d'autres organismes pour les limiter. S'il n'y en a pas trop, vous avez bien compris que souvent on ne peut pas tout limiter d'un seul coup. C'est sûr que les produits chimiques sont plus magiques, mais voilà, si on veut quelque chose de durable, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Il y a des acariens, donc là on devient à une échelle un peu plus petite. Celui-ci est quand même assez gros. Les acariens, l'exemple le plus connu, c'est la tique, qu'on connaît malheureusement un peu mieux pour ça. Et celui-ci, il est assez grand, et c'est la même famille que les aoutas. Donc ça, pareil, les aoutas sont moins aimés. Hein, il y en a qui rentrent sous la peau, les larves d'aoutas, ça peut être gênant, ça attaque les enfants. Parfois, dans des écoles, ils sont obligés de fermer les cours d'école pour ça. Ça dépend des endroits, j'ai déjà entendu ça. Moi, j'ai jamais eu de problème, et en Lorraine, j'ai pas trop entendu ça, mais ça peut arriver. En tout cas, il y a deux types d'acariens. Celui-ci avec une sorte de trompe devant, c'est plus des prédateurs. Et vous avez ceux qui vont manger de la matière organique morte, qu'on verra en même temps que les prochains, qui sont les colamboles. Et donc là, vous voyez des petits acariens marrons là, qui sont en train de dévorer les champignons. Voilà, là, il y en a un qui passe vite. C'est un acarien prédateur. Et là, donc, des petits colamboles qui vont manger très lentement. Vous l'entendez bien par rapport à un ver de terre qui est plus gros. Ils vont manger les champignons et dévorer le bois, etc. Et donc là, c'est un pluron, un autre type de colambole, qui permet de faire les petits trous dans les feuilles. Donc vous voyez qu'ils vont aussi avoir un rôle très lent, puisqu'ils vont faire de tout petits trous au fur et à mesure et dégrader la feuille en compagnie du ver de terre. Voilà pour cela. Et puis finalement, donc un qui est joli, je trouve, donc là vous voyez le blanc aussi qui apparaît avec les portraits à la fin, c'est qu'ils ont tendance à vivre plus dans le sol, hein, donc ils n'ont pas besoin de se protéger des UV, et donc ils sont plus blanchâtres. Et donc là c'est le diploure qui est présent et qui mange. On a un doute entre la matière organique morte ou la prédation. Là c'est un peu dur à savoir, parce que comme c'est tout petit, pour étudier vraiment ce qu'ils mangent, c'est assez complexe. Voilà, et donc pour finir, votre feuille se transforme en différents éléments. Et donc vous voyez justement toutes les traces, hein, quand on prend le temps de regarder des matières organiques, on voit là les champignons qui se sont installés au fur et à mesure, et là les colamboles qui font des jolies feuilles en dentelle à la fin dans la forêt quand on prend le temps de regarder, c'est qu'ils ont du mal à manger les nervures des feuilles, donc ils les laissent et ils vont manger juste le centre. Ici, vous voyez bien un phytophage, hein, qui est donc un insecte qui a mangé une plante vivante. Et ici, le turicule de ver de terre, puisqu'il y a eu une transformation de la matière. Vous aviez une grosse feuille et tout a été transformé par le ver de terre comme ça. Donc il va arracher des morceaux, hein, le ver de terre. On voit aussi, si vous regardez à la surface, là vous voyez des turicules, il y a souvent des petits morceaux de feuilles qui restent puisqu'il arrache et il transforme tout. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur les organismes? Après, j'ai deux ou trois séquences juste pour vous plonger dans le laboratoire pour montrer les plus fines échelles qu'on peut étudier sur le sol. Et à la fin, je finis par des expérimentations que vous pouvez faire chez vous, comme j'en ai parlé, pour comment étudier les vers de terre ou les autres organismes. Ça va? Vous avez découvert des choses? Un turicule, c'est une seule déjection d'un ver de terre? Ou c'est une très bonne question, parce que alors, les anéciques, surtout Lombricus terrestris, on va dire le plus commun, on dit souvent qu'il est feignant parce qu'il reste toujours dans la même galerie. Il va manger ses feuilles à la surface et il fait ses déjections à la surface. Donc en fait,
ça fait un monticule comme ça parce qu'il n'arrête pas de faire des déjections les unes sur les autres. En fait, ça tourne comme ça et ça fait ça. Donc on va dire que c'est une, mais à plusieurs moments. Assez gros, ouais, on va dire. Ouais. Donc ça, et les vers de terre, même s'ils varient en taille et qu'il y en a beaucoup des assez grands, ils sont parfois pas aussi grands que la longueur qu'on pourrait supposer d'un turricule qui est, même s'il est courbé sur lui-même. Oui, après, moi je parle plus du diamètre du sol. Je dis souvent que c'est proportionnel à la taille de l'anus, hein, c'est normal. Et là, on peut en avoir une idée du verre qui est en dessous. Mais c'est vrai que, par contre, la longueur, je m'étais rarement posé la question, merci pour cette question. Et en plus, ça dépend de la quantité qu'il mange. Et je pourrais pas dire combien de fois il va éjecter en fait, tout ce qu'il a digéré. Donc c'est assez complexe. Et, en plus, ça dépend de la stabilité du sol. Là, on revient sur la texture. Si on a un sol sableux, ça se défait dès qu'il pleut. Elle s'abîme en fait. Le turricule disparaît en quelque sorte parce qu'il pleut d'un coup, donc c'est gênant. Mais si les plantes sont là pour protéger, ça peut aider aussi. On le sent en prairie hein, d'ailleurs. Si vous marchez sur une prairie, on voit pas trop les turricules, mais sous les pieds, c'est pas droit parce que les vers ont pas mal travaillé. Et là, cet automne, on les voit bien parce qu'ils étaient en attente d'humidité. Il y a des périodes où on les voit beaucoup plus que d'autres. Avec ces plus humide. C'est ça. Donc, ils privilégient les vers, ils préfèrent une température autour de 12 degrés, idéal, une humidité aussi. La bruine, c'est le mieux pour eux. Et donc là, ils vont avoir tendance à plus bouger. Mais c'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure, dès qu'il fait sec ou dès qu'il fait froid, ils vont avoir tendance à s'enfoncer ou alors à se protéger dans des mousses ou autres pour les épiger. Donc ce qui veut dire, là je rejoins la discussion d'avant, les pratiques qu'on réalise, on pourrait imaginer aller labourer le sol si nécessaire à cause d'un sol très argileux, à des moments où les vers de terre sont enfouis parce qu'on aura moins d'impact. Ça peut être ça aussi, donc essayer de gérer en fonction de ça. Faut-il pouvoir dans son planning y aller quand il fait sec ou froid? Là vous voyez bien les difficultés puisque le climat est changeant, mais idéalement ça peut être ça aussi d'adapter, parce qu'on se dit ah bah oui ils sont plus enfouis, je vais éviter d'y aller parce qu'il fait humide, etc. Ouais, c'est des choses plus simples. Voilà, donc maintenant je vous plonge dans mon laboratoire, vous verrez un peu ce qu'on fait en recherche plus fine, et après vous aurez des techniques à faire par vous. Le but pour moi, ça va être de comprendre, en fonction d'un site de friche industrielle ou d'un sol naturel, quels sont les organismes du sol qui vont jouer le plus grand rôle et qui vont aider à maintenir une bonne structure, une bonne fertilité, recycler les matières organiques et donc aider à rendre les nutriments aux plantes. Donc là on est en sol de friche, donc on a une profondeur de 1 à 2 cm. Et donc ce qu'on voit ici, c'est en fait un fragment de feuille de peuplier qui est décomposé. Donc comme vous pouvez voir, il reste quelques nervures sur la droite de l'écran. Si on zoome un peu, on voit des petits amas marrons qui sont en fait les déjections des organismes qui vont décomposer cette feuille. Les cloportes, les millepattes, également la mésofaune, collemboles, acariens. Pour comparer maintenant, je vais vous montrer le sol de forêt naturelle à la même profondeur et on va regarder la différence des éléments qu'on retrouve au même niveau. Les composantes de la strate sont totalement différentes. Ici, vous êtes sur ce qu'on appelle des macro-agrégats, donc qui sont de taille, comme vous voyez par rapport à l'échelle, d'environ 2,5 mm de diamètre, et qui sont en fait la résultante de l'activité des vers de terre, qui vont consommer les matières minérales et organiques et les mixer finement. Ces agrégats vont permettre au sol d'être bien aéré, de permettre les échanges de gaz et d'eau. Ils vont permettre aux racines de puiser les nutriments dont elles ont besoin. Comme je vous ai dit, dans mon laboratoire de recherche, on étudie les sols urbains et les sols de friche industrielle. Donc on est gâtés en Lorraine, il y en a pas mal. Et c'est vraiment intéressant parce que justement l'homme n'étant plus présent, on entend les polluants hein, bien sûr, mais vous savez bien tout ce qui est endroit sans homme, c'est les friches hein, qui réapparaissent et la nature qui reprend le dessus. Donc on a plein d'exemples où justement je vous avais dit le ver de terre qui potentiellement est moins présent et c'est vrai parce que quand vous avez des métaux comme il est encore mou, il est tout de suite attaqué par tout ce qui est produits chimiques et les métaux. Alors qu'un cloporte ou un gloméris, comme vous avez pu voir, comme le corps est plus solide, il y a moins d'impact directement sur l'organisme. Donc ce qui veut dire même s'il y a des métaux, il y a une forêt qui peut se réinstaller grâce à, on va dire, un nouvel horizon qui va se former par rapport à ça. Donc c'est vraiment intéressant et là vous voyez l'intérêt de regarder en zoom le sol, on voit des agrégats différents. Donc si on n'a pas l'opportunité d'aller étudier les organismes, on peut voir des traces d'organismes en quelque sorte. C'est un peu comme les déjections
renards ou autres qu'on pourrait regarder à plus grande échelle. Là, on regarde plus finement pour voir quels organismes sont potentiellement là, et on voit que le sol peut fonctionner quand même. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours polluer, hein, c'est pas ça le message, c'est juste que on peut trouver des solutions. On en parlait, là, des sols qui ont été intensivement matraqués par des produits chimiques. Il y a espoir parce qu'il peut quand même y avoir la nature qui reprend le dessus très lentement, malheureusement. Donc c'est ça, on n'a pas forcément de temps pour ça. Mais il est peut-être toujours vivant, en fait. On a quand même rarement des sols morts par rapport à ça. Et du coup, est-ce que le cloporte, il peut être utilisé comme un indicateur biologique, du coup, pour localiser des sols qui seraient, par exemple, très pollués? Parce que je me souviens, moi, pendant mon BTS, j'avais fait ça dans des rivières avec les macro-invertébrés benthiques. Oui, l'IBGN. Et, et en gros, on trouvait qu'il y avait des milieux qui étaient plus ou moins pollués que d'autres en regardant cette faune-là. Du coup, avec le cloporte, on pourrait faire la même chose ou... Ouais, et là je vais répondre à la même façon que j'avais dit au début, on manque de données. Parce que l'IBGN, donc en effet, on peut voir pour certains invertébrés dans les cours d'eau, s'ils sont présents ou absents, on peut savoir la qualité de l'eau. Et on rêve de faire ça pour le sol, sauf qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens et le nombre de personnes qui étudient les cours d'eau que le sol, ce qui fait que les bases de données sont très pauvres par rapport à ça. Vers de terre, maintenant, comme on accumule de plus en plus, et les colamboles aussi sont pas mal étudiés, et on voit quand même qu'en effet, ils peuvent être indicateurs. Par rapport aux acariens, on fait souvent un ratio acarien-colambole, et on peut avoir une idée de la qualité du sol par rapport à ça, si il peut être intéressant. Cloporte, non, parce que très peu étudié, donc on ne peut pas dire. Et c'est ce qu'on aimerait, mais il faudrait des agences du sol, au même titre que l'agence de l'eau, qui nous permettraient d'avoir plein d'embauches autour de ces sujets. Et là, donc, vous entendez du coup beaucoup plus d'analyse, parce que là, vraiment, comme je vous dis, on n'a pas les données, en fait, tout simplement. D'où les sciences participatives, dont je parlerai justement après, qui paraissent nécessaires, puisque vous entendez le peu de connaissances qu'on a. Je vous en reparle juste après. Avant, on zoome encore plus sur les sols, comme ça vous serez plongé complètement sur la vie. Vous avez vu sur le terrain l'importance de décrire le sol. Maintenant, en retour au laboratoire, pour avoir une description plus précise et à d'autres échelles, on dispose de techniques. Cette technique, c'est la micromorphologie. Elle nous permet de décrire vraiment la structure du sol en place. Pour cela, on va prélever des cubes de sol, des parallélépipèdes, avec des boîtes qu'on appelle des boîtes de Kubiena. Ces boîtes vont nous permettre de prélever le sol, de le conserver intact. On va ensuite le sécher, le déshydrater, inclure de la résine dedans qui va nous donner un bloc dur à partir desquels on va pouvoir faire des lames minces de sol de 30 microns d'épaisseur, posées sur une lame de verre qui vont nous permettre d'être observés au microscope. Vous avez ici quelques exemples de lames de sol qui mettent bien en évidence la diversité des sols et donc la diversité des structures qu'on va pouvoir observer, variables en couleur, en constitution. Ici, un sol agricole, et vous pouvez voir ici une galerie de vers de terre bien mise en évidence, un sol forestier et différents technosols, donc des sols construits à partir de déchets industriels, des sols de toiture végétalisée, des sols construits à partir de déchets urbains. Sur toutes ces lames, on va pouvoir définir quels sont les constituants minéraux, tels qu'ici des briques, quels sont les constituants organiques, principalement dans les horizons superficiels, et comment est-ce qu'ils s'agencent pour faire la structure du sol. On va regarder le sol à l'échelle micrométrique, voir comment les matières minérales et les matières organiques s'organisent à l'échelle de fins agrégats. Ici, nous prenons donc notre échantillon. Chaque coupe fait 80 nanomètres d'épaisseur. L'échantillon est mis dans le porte-échantillon qui va être introduit dans le microscope. Voilà, donc on continue l'introduction de l'échantillon. Maintenant, on va chauffer le filament de façon à ce que les électrons puissent être émis, traversent l'échantillon mince, de façon à pouvoir former l'image sur l'écran fluorescent, et ici on est prêt pour l'observation. Ici des cellules de paille provenant d'un fumier de bovin. Et ici on voit très bien la colonisation par les micro-organismes, là en gros plan des bactéries qui sont dans la lumière cellulaire et des champignons qui sont dans l'épaississement ligneux ici, en train de biodégrader les matières organiques. Et lorsqu'on regarde encore ces différentes cellules, vous avez les cellules végétales,
les organismes et les minéraux du sol qui viennent au contact. Et donc on voit comment se passent les associations organominérales, comment elles se forment. Et donc là, en augmentant les grandissements, là on travaille à fois 10 000, on augmente l'image 10 000. Vous voyez très bien un champignon ici qui est en train de biodégrader les parois et de passer de l'autre côté de la cellule. Et donc on voit l'activité des organismes en place. Voilà pour la plus grande échelle à laquelle on peut aller pour voir le sol. Et vous voyez, du coup, on parle rapidement mais sûrement des micro-organismes qui sont, comme je vous l'ai dit, les transformateurs chimiques de la matière. Donc s'ils n'étaient pas là, ce serait compliqué. Le ver de terre ne pourrait pas, comme nous, si on n'a pas de micro-organismes, on n'arrive pas à digérer. C'est vraiment le fonctionnement général du sol avec tous les organismes nécessaires. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Après, je vous montre la dernière séquence de comment échantillonner chez vous. Ça va? Donc le plus facile, c'est les vers de terre pour les observer. Vous allez voir, c'est rigolo en plus à faire, sauf qu'il y a moins de moutarde maintenant. Donc vous avez l'autre possibilité de faire un bloc de sol et de trier et de trouver les vers de terre. Mais initialement, cette technique rigolote, vous mettez de la moutarde dans de l'eau, vous arrosez. Donc si ça vous intéresse, donc vous avez vu le nom, c'est OPVT, Observatoire Participatif des Vers de Terre, vous trouverez facilement sur Internet. Et là, c'est sur un carré de 1 mètre. Et en fait, vous voyez, comme on met de la moutarde, ça pique, comme sur notre langue. Et donc les vers, ils n'aiment pas, ils sortent. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les rincer pour les relâcher. Donc ça veut dire qu'on peut les compter. Sur l'OPVT, sur le site internet, vous avez des aides pour identifier si vous voulez mettre un nom, etc. Et ça vous permet d'avoir une idée du nombre de vers que vous pouvez avoir déjà sur 1 mètre. Et faire ça à différents endroits peut être intéressant. Ensuite, donc là, c'est la technique que j'ai créée à partir des projets de recherche qu'on fait. Donc on enfonce un verre dans le sol, un verre en plastique ou un éco-cup qu'on a transformé. Et donc l'idée, c'est de laisser cet éco-cup, là, on l'a fait façon recherche. Donc on met du vinaigre dedans parce qu'on le laisse pendant 7 jours. C'est pas bien, on tue les organismes, il faudrait arrêter un jour. Donc pour la version participative, donc tout est sur le site internet Jardi Biodiv, il y a une application smartphone aussi si ça vous intéresse. On peut mettre en coton humide au fond, et l'idée c'est juste d'aller le vider assez fréquemment, parce que si vous avez des proies, des prédateurs, ils risquent de se manger. Et vous avez une aide à l'identification sur ce site. Et la chasse à vue qui est encore plus rigolote, avec des aspirateurs insectes. Il y a un filtre, donc on ne mange pas les insectes, je le précise. Et un cloporte là. Et donc, pareil, sur Jardi Biodiv, j'ai expliqué comment fabriquer ces aspirateurs insectes. Il y a une aide à l'identification dans tous les organismes que je vous ai montrés. Comme ça, vous pouvez mettre un nom sur ces organismes et surtout envoyer les données pour que, justement, les chercheurs ont de plus en plus de valeur. Tu peux voir? Ah, je fais peur, l'araignée. Elle est violente. C'est à qui? Là, il y a quelqu'un là. On a trouvé ça. Ah, ça, c'est moi. Voilà, donc vous avez vu comment échantillonner, ça vous intéresse, et comment déterminer, comme j'ai pu vous dire. Voilà la fin du film, et donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Et j'ai aussi écrit un livre, parce que je vous ai parlé d'applications smartphone, j'ai parlé de site internet pour Jardi Biodiv, l'outil pour les organismes qui rampent à la surface et qui tombent dans un verre. Donc ça prend moins en compte les vers de terre, puisque vous avez compris qu'il y a un autre outil pour ça. Et du coup, là, il y a la version papier, parce que j'ai vu qu'il n'y a aucun guide du naturaliste. Si vous aimez aller dans les librairies et collectionner ces guides quand on sort dehors, il n'y a rien sur la biodiversité des sols. Alors, je trouvais ça ennuyeux, et du coup, j'ai proposé de faire un petit livre qui retrace, il y a des fiches pour chaque grand groupe. Ça ne va pas à l'espèce, parce que vous voyez à quel point c'est complexe, parce que quand on s'y connaît peu, déjà avoir un chiffre de cloporte, c'est déjà énorme, puisque comme je vous ai dit, on n'a pas les données dans les jardins, donc plus on aura de ces chiffres-là, mieux c'est. Après, on peut envoyer des photos. Et là, dans le cadre d'un autre projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche, on travaille avec Viginature, que vous connaissez peut-être pour tout ce qui est outils de sciences participatives.
Et donc là, il y a un nouvel outil qui s'appellera Cubes qui va naître. Et là, on aura une clé de détermination précise à l'espèce. Donc pour tous ces organismes, donc vous comprenez le temps qu'il faudra, mais en tout cas, on ouvre en tout cas nos recherches aux citoyens en espérant agréger le plus de données, puisque vous avez compris qu'on en avait peu. Voilà. Donc si le livre vous intéresse, n'hésitez pas, j'en ai en vrai. Et sinon, j'ai le petit prospectus si vous voulez acheter par vous-même via Internet. Voilà, donc je reste disponible pour d'autres questions si vous avez. Sinon, je vais raconter un peu toute la vie des intraterrestres. Enfin, pas tout, on n'aurait pas fini. Merci de votre attention. Je n'ai pas vu trop de personnes endormies. Merci beaucoup. Des questions? Maintenant que vous avez appris quelques éléments d'habitat et de vie, peut-être ça vous aidera pour aménager au mieux les écosystèmes que vous avez en face de vous. Donc soit une parcelle agricole, soit un jardin, soit un balcon. Là aussi, on s'était amusé à utiliser Jardin Biodive sur des balcons pour voir si ça peut être des réservoirs d'espèces. Dans les parterres de fleurs, des fois, on peut trouver plein de cloportes et d'autres petites bêtes, ça pourrait être intéressant. Enfin voilà, tout est assez possible pour apporter de la biodiversité ou apporter à manger et l'habitat à la biodiversité. Merci. Merci beaucoup.